Bonjour et bienvenue pour non pas une insaisissable review, mais plutôt une review légendaire. Car oui, je vais parler cette fois-ci de mon expérience avec The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tout d'abord, je pose un petit contexte. Quand Breath of the Wild, dont Tears of the Kingdom est la suite, est sorti en 2017, je n'étais pas du tout intéressé, n'étant pas fan de la nouvelle direction de la franchise, avec un monde ouvert qui offrait une liberté un peu trop grande à mon goût. Ça peut paraître bête, mais j'aime bien quand c'est bien scripté et que je suis guidé à travers le jeu. J'ignore donc Breath of the Wild, même après avoir acheté une Switch en 2018. Cependant, au fil des années, ça commence à me chiffonner de passer à côté d'un Zelda sur une console que je possède. Ce qui ne m'était plus arrivé depuis Ocarina of Time sur Nintendo 64 quand même. Donc ça faisait un petit moment. Du coup, je décide que si un jour le prix descend suffisamment, 70€ c'était un peu trop pour un jeu qui ne m'emballe pas, je l'achèterai. Le prix n'a ensuite jamais baissé, et ce n'est qu'une promo Amazon en octobre 2020, donc 3 ans plus tard, qui me fait enfin craquer. Le jeu m'a ensuite assez vite conquis, et je le termine vraiment satisfait de mon achat. Ce fut vraiment une très agréable surprise. Ça fait toujours plaisir quand c'est dans ce sens-là, et pas dans l'autre. Donc, quand Tears of the Kingdom sort en mai 2023, je ne passe pas à côté, et je l'achète même presque au prix plein, pour l'avoir rapidement. Je commence donc cette suite dans un état d'esprit assez différent du premier opus. Voilà donc pour le contexte qui me paraissait important. Commençons maintenant la légendaire review. Commençons par le commencement avec la scène d'intro qui nous plonge directement dans l'histoire du jeu où l'on retrouve quelques parties du premier teaser qu'on a eu il y a quelques temps. Une intro bien plus longue que celle de Breath of the Wild, d'ailleurs, où étonnamment, on est déjà équipé de l'épée de légende et la tunique bleue de Breath of the Wild. C'est aussi une intro assez mystérieuse, avec une ambiance à la Indiana Jones, où Link et Zelda explorent les sous-sols antiques du château d'Hyrule, et y trouvent des gravures murales aussi vieilles que le royaume. C'est assez intéressant d'avoir déjà une bribe de l'histoire de la fondation d'Hyrule, qui est à nouveau réécrite d'ailleurs, ou tout du moins pose des questions de placement dans la ligne temporelle officielle. Alors, cela dit, l'exploration continue, et comme dans Indiana Jones, il faut bien qu'à un moment, ça dérape. Et ici, c'est quand Link et Zelda arrivent dans une grande salle avec une étrange momie au milieu qui ne tarde pas à se réveiller et à déchaîner son pouvoir contre lequel Link ne peut rien. Il est ensuite séparé de Zelda pour se réveiller dans un sanctuaire. C'est très similaire là à Breath of the Wild, mais le saut dans le vide avec un beau panoramique des cieux d'Hyrule est assez impressionnant. Peut-être même plus que Breath of the Wild, mais c'est difficile à dire car les deux étaient excellents. Faut avouer que dans Breath of the Wild, tu as quand même la découverte de la map qu'on ne connaissait pas à l'époque, maintenant on la connaît. Donc c'était pas mal aussi. Mais voilà, il y a les deux jeux font une intro qui a l'air de ressembler, mais en même temps c'est différent, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, vient ensuite l'île du Prélude, qui, comme le plateau du Prélude, sert de tutoriel et la découverte des pouvoirs du bras bionique de Link. Parce que oui, il a maintenant un bras bionique parce qu'il a perdu le sien, contre Ganondorf. Si l'île est plutôt grande, plus que le plateau j'ai l'impression, avec nombre de zones, j'ai trouvé cette île tutoriel bien plus complexe que le tutoriel de Breath of the Wild, même en connaissant déjà certaines mécaniques identiques aux deux jeux. En fait, j'ai l'impression que l'île est beaucoup trop grande, et si les 3 premiers sanctuaires sont relativement faciles à atteindre, le dernier s'est un peu casse-pied avec sa zone froide. J'ai passé un peu trop de temps à mon goût à essayer d'y accéder. Je suis certes pas très doué pour jouer un Zelda sans Solus, je fais tous mes Zelda avec une Solus, ou sinon je pense que je serais toujours coincé dans Ocarina of Time. Donc j'ai certainement perdu beaucoup de temps pour rien, mais vraiment faire le tour de cette île à pied prend beaucoup de temps, pour pas grand chose au final. Donc on va dire que ce prélude ne m'a pas beaucoup plu, même si l'idée est intéressante. Voilà, bon après je me suis peut-être perdu, j'ai peut-être insisté sur un chemin qui n'était pas le bon, c'est peut-être ma faute, mais voilà, en tant que mon expérience personnelle, entre guillemets ça commence mal, si je puis dire. Mais heureusement que par la suite, c'était bien plus sympa, même si le retour du mécanisme, comme les armes qui se brisent ou la pluie qui t'empêche d'escalader, ne m'avait pas manqué du tout. C'est toujours aussi casse-pied.
Maintenant que l'intro est passée, passons à l'histoire principale. Comme dans Breath of the Wild, il faut aller dans 4 cités principales car il s'y passe d'étranges phénomènes. Plus question de bêtes divines, détraquées, mais chaque zone semble affligée d'une malédiction différente. Ce n'est pas très original, mais ça change de précédent opus, et c'est un moyen malin pour savoir ce qu'ils sont devenus les personnages de Breath of the Wild, et concernant les Piaf, les Auras et les Gorons, il y a eu quelques changements, là où chez les Gerudo, c'est relativement identique. Personnellement, j'ai commencé avec le village Piaf, car je voulais absolument rencontrer Babil, qui est le personnage qui avait le plus changé depuis Breath of the Wild, en plus d'être curieux de connaître son rôle, comme teasé dans les artworks précédents de la sortie du jeu. Des artworks d'ailleurs qui sont magnifiques, pour les cartes personnages. Hein. Honnêtement, encore une fois, Nintendo montre toute sa puissance pour faire des illustrations absolument fantastiques. Car pour être honnête, je me souvenais à peine de ce personnage dans Breath of the Wild. On l'a vu brièvement car c'est le fils de Teba qui nous aidera à contrôler Vamedo, mais c'est tout. Donc j'étais vraiment curieux de savoir ce que ce personnage très secondaire, voire tertiaire, auparavant, pouvait apporter dans cette histoire. Bon, j'ai aussi me souvenu qu'il est apparu brièvement aussi dans l'ère du fléau. Donc Hyrule Warriors, c'est pas le 2, mais l'ère du fléau, où effectivement on le voit furtivement parce qu'il y a une mission où il faut aller le sauver. Mais voilà, on peut pas dire que je me souviens très bien de ce personnage. Je ne mentirai pas en disant oh oui, bah oui, c'était ce personnage-là, bien sûr que je m'en souviens. Pas du tout. Quand j'ai vu l'artwork, parce que l'artwork dont je parlais de Babil, honnêtement, j'ai dit mais c'est qui ce Piaf? Absolument aucun souvenir de celui-là. Donc je dis tiens, un nouveau personnage pour Tears of the Kingdom, pardon. C'est cool, voilà. En fait non, c'est pas un nouveau personnage, mais presque, parce qu'il ressemble plus grand chose à ce qu'il était dans Breath of the Wild, et il a bien changé, donc ça fait plaisir. Mais bon, retour à ce que je disais. Donc je n'ai pas été déçu par ce personnage, donc par Babil, car on découvre qu'il a son petit caractère assez éloigné du calme stoïque de son père, ce qui est assez marrant, ça fait des scènes un peu de dispute. Et c'est après qu'une mésaventure où il se fait voler son arc qu'il se calme un peu et comprend que faire cavalier seul, ce n'est pas toujours la meilleure solution. C'est un développement assez courant, mais j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça dans un Zelda, donc ça reste sympa de venir en aide à Babil pour qu'ensuite il nous aide avec sa rafale de vent qui va s'avérer très pratique. Je pense que c'est même le meilleur, j'en parlerai plus tard, mais je crois que c'est le meilleur pouvoir qu'on puisse avoir des 4, on va dire, dans le jeu. Donc oui, ces rafales de vent seront bien pratiques, car ce qui fait office de prélude au temple du vent est une succession de ruines en lévitation qui nous donne une progression assez verticale et qui est donc plutôt originale parce que généralement les temples se passent au sol. Là c'est dans les airs et en plus c'est une progression verticale. C'était aussi je trouve le temple le plus complexe des 4 car trouver son chemin à travers ces ruines puis ces bateaux n'était pas si simple là où le temple en lui-même était bien plus simple même si j'ai eu du mal à trouver le point à activer. C'est vrai qu'il y en a un qui était un peu plus caché. Une fois tous ces générateurs activés, le boss arrive enfin, et celui-là va me causer pas mal de soucis, car il nécessite qu'on se batte en paravoile, et c'est vraiment pas simple. Bon, c'est très original, c'est cool, hein, vraiment, je pense que ça n'a jamais été fait, donc c'est une bonne idée, mais punaise, j'ai galéré, quoi. Parce qu'en plus, j'étais parti un peu vite, un peu dans l'entrain d'avoir découvert Babil et sa mission, si entre nous deux il y avait l'esprit shonen et tout, donc je me suis dit, allez, soyons fous, quoi. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, j'avais pas très peu d'arc, très peu d'armes, très peu d'endurance aussi, et donc de vie. Et donc du coup, c'était un peu galère. Vraiment, si j'avais su, je me serais mieux préparé. Donc voilà, du coup ce boss m'a pas laissé un très bon souvenir, parce que j'ai beaucoup galéré, j'ai presque rage le jeu, hein. Oui ça m'arrive, ça peut m'arriver vite. Hein. Objectivement, je pense que c'est le plus original, avec son combat aérien et sa musique vraiment excellente, dont je parlerai plus tard. Je pense même que c'est l'un des meilleurs du jeu. Franchement, en tout cas, niveau originalité, et design aussi, hein, bon, ça ressemble à un cloport géant, mais non, c'est plutôt un mille pattes, c'est ça que je voulais dire. Un mille pattes géant, mais voilà, bon, la mécanique de battre le boss est un peu classique,
Mais j'aimais bien le design et surtout le combat aérien, qui est donc bien dans le sujet, avec Babil, qui est donc le sage du vent. Donc ça c'est bien logique. D'ailleurs, en parlant de Babil, il s'est de nouveau révélé très utile pour progresser jusqu'au temple, hein, parce que forcément on doit aller dans les airs. Franchement, sans lui, bon c'est logique, hein, c'est censé être utile, mais voilà, franchement, c'était bien exploité. Mais aussi pendant le combat avec le boss, franchement, quand il fait ses rafales, ça nous permet d'éviter les coups du boss, parce qu'il fait très mal. Surtout quand t'as genre 4 cœurs ou pas, et une armure tout à fait moisie. Franchement, quand t'arrives à l'éviter grâce à ces bourrasques, ça fait très plaisir. Du coup, ce fut une sacrée expérience quand même, hein, ce temple du vent. Et ensuite, on a une morceau d'histoire contée par l'ancêtre de Babil, qui fait le lien avec les fresques qu'on a vues sous le château d'Hyrule. Donc c'est très intéressant. Le puzzle commence à se replacer, ça c'est cool. Après, il y a le moment force de l'amitié, un peu cliché, hein, c'est assez rapide, et la malédiction qui afflige le village Piaf disparaît, alors, et on retrouve l'ambiance et la BGM que l'on avait de Breath of the Wild, ce qui est plutôt appréciable. Pour les trois autres temples, hein, je ne vais pas trop les développer, parce que celui du vent c'était mon préféré, donc du coup, voilà, je me suis un peu attardé dessus. Et en plus, voilà, la structure est identique. Bon, encore une fois, on rencontre l'un des sages, que c'est généralement quelqu'un qu'on connaît déjà, donc que ce soit Sidon, Riju ou Yunobo, et forcément on doit aller faire ce temple avec eux, et c'est un peu pareil, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu les bases des temples de Zelda, mais généralement le prélude au temple est différent, et donc ça c'est intéressant. Mais les temples lui-même, généralement c'est un peu la même structure, il faut activer 4 trucs pour activer un truc et pour pouvoir accéder au boss. Bon, c'est pas super fou, mais personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Ça aurait été bien qu'ils auraient fait quelque chose d'un peu plus différent. Mais j'ai pas l'impression que dans Breath of the Wild, c'était vachement différent aussi. Je dois juste mentionner celle des Gorons avec leur savouroche qui rend accro, car avec leurs yeux rouges, presque fluorescents, je m'attendais à ce que tous les Gorons m'attaquent. Donc j'ai approché doucement du village, l'épée dégainée, prêt à me défendre, contre une horde de Gorons enragés. C'était vraiment une ambiance très spéciale que j'ai vraiment ressentie dans un Zelda. Donc voilà, ça c'est un bon point. Pourtant les Gorons, je suis pas très fan, mais là c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, Yunobo en mode Yakuza et masque de catcheur, c'était ici inattendu et plutôt amusant. Surtout que le seiyuu japonais arrive bien à faire le parler Yakuza, relancer R et tout ça, même malgré sa voix fluette, donc c'était bien vu. Cela dit, même si effectivement ces temples sont un peu les mêmes, il y a quand même un mystère qui lie ces 4 missions, et c'est la présence supposée de la princesse Zelda avant l'arrivée de cette malédiction propre à chaque village principal. Comme souvent, la princesse est finalement très peu présente, mais ici je trouve qu'elle l'est un peu plus, et même si j'étais convaincu que ce n'était pas vraiment Zelda, alors que tout le jeu veut me le faire croire, enquêter sur ce mystère, jeter justement un voile de mystère, j'ai dit deux fois mystère, sur l'aventure, c'était pas mal. Une fois ce mystère résolu, j'ai été surpris de devoir partir à la recherche d'un 5e sage, qui du coup sera un personnage original, et ça fait très plaisir. Car oui, ces temples sont là pour que nos compagnons d'aventure se révèlent en tant que sages, et puissent s'équiper d'une pierre occulte pour pouvoir faire face à Ganondorf ensuite. Une fois de plus, ce n'est pas une grande innovation, mais la licence est ainsi faite, et personnellement, ça ne me dérange pas. Mais au moins, ils ont emporté un 5e personnage original. Ça fait plaisir. Donc ce 5e sage se trouve dans un temple qui lui est plutôt original, car il se base sur le système de construction du jeu, ainsi qu'un combat de boss plutôt surprenant, car on est littéralement dans un ring de boxe, où il faut boxer son adversaire avec le droïde qu'on a recomposé, pour l'envoyer dans les cordes barbelées et ainsi l'affaiblir. Comme mécanique de boss, même, je sais pas si vraiment j'ai vraiment apprécié le truc, mais objectivement, même si bon, un combat de boxe, ça n'a rien d'original, mais je trouve que mettre ça dans un Zelda, c'était une bonne idée. C'était original, le décor était bien fait avec une ring de boxe et vraiment des coups de poing et tout, enfin bref. C'était une bonne idée quand même. Ensuite, une fois qu'on a tous les sages, il ne manque plus qu'à trouver Ganondorf qui se cache encore sous Hyrule. Enfin, en Hyrule au départ, mais on apprend en fait qu'en fait il est sous Hyrule. Pour cela, il faut donc arpenter les profondeurs du royaume, qui sont, avec les îles célestes, la grande nouveauté de Tears of the Kingdom.
L'idée est intéressante et l'ambiance très sombre, voire dans le noir complet, hein. On doit absolument employer des grêles du boss, comme ça s'appelle. Sinon, tu vois absolument rien. Et en plus, il y a des monstres infusés des miasmes de Ganondorf. Déjà, ça rend très bien, mais ça fait très peur aussi. Moi-même, la première fois que je les ai vus, ça m'a fait un peu peur. Donc, je préférais les éviter. Mais au final, c'est un peu tout ce qu'il y a. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est pas une partie qui m'a beaucoup emballé. Car, en fait, c'est quand même. Enfin, les profondeurs font la taille de la carte d'Hyrule, qui est gigantesque. Mais en fait, au final, ça reste assez vide. Il n'y a pas grand chose. Tu vas me dire, c'est les profondeurs. Il devrait pas y avoir grand chose. Mais alors, tu fais ça plus petit. Parce que, bon, ça m'arrivait pendant, je sais pas moi, des très longues minutes où il n'y a rien. Il fait sombre. Donc, tu dois juste envoyer des grêles du mouse, voir qu'il n'y a rien. Euh, Peut-être éviter quelques monstres par-ci par-là. Et suivre des statues. Et voilà. Bon, on peut pas dire que c'était très passionnant. Mais au moins, c'est original. Mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose à modifier à ce moment-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas vraiment passionné, vraiment, dans celui-là. Pourquoi pas mettre une cité qui vit sous les profondeurs? Je sais pas, une nouvelle race, une race des profondeurs, je sais pas moi. Quelque chose qui rend un peu le truc vivant, comme en Hyrule d'ailleurs. C'est les grandes cités qui font vivre Hyrule, parce qu'au centre il n'y a rien. Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose peut-être à faire, mais moi j'ai trouvé ça un peu vite ennuyeux et beaucoup trop long surtout. Après, encore une fois, comme la grande île du Prélude, c'est peut-être moi qui suis mal pris. Parce que, encore une fois, bon, moi sans Solus, j'ai essayé pour une fois de faire un Zelda sans Solus, ou très peu, parce que parfois, bon, fallait bien. Donc voilà, je me suis peut-être perdu et du coup, je n'étais pas très malin, je sais pas, mais en tout cas, c'était un peu à rater, même si j'apprécie l'apport de contenu, parce que, bon, euh, entre guillemets, tu doubles un peu la carte d'Hyrule finalement, puisque les profondeurs, je pense que tu pourrais faire toutes les profondeurs et traverser tout Hyrule dans les profondeurs, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Par contre, quand on trouve ces temples, on y trouve le grand Koga, hein, qui tente de siphonner tout le sonium pour en faire une arme ultime et l'offrir à Ganondorf. Et ça, je dois avouer que ça m'a amusé, en plus d'être un moyen original de retrouver la trace du roi démon. J'avoue que je me demandais où étaient passés les gigas, et donc voilà, on sait où ils sont passés, et je trouve ça amusant de le revoir, encore faire des plans tout à fait foireux. Ça, c'était une bonne idée. D'ailleurs, après quelques combats un peu grotesques et une fin qui est tout autant, le grand Koga disparaissant tel la Team Rocket de Pokémon, je suis sûr qu'il aurait crié on s'envole pour des meilleurs cieux, je sais plus ce qu'ils disent dans Pokémon, mais ils disent un truc à chaque fois qu'ils s'envolent, c'est rigolo. On a enfin la localisation du grand méchant qui n'a en fait pas bougé d'un poil depuis le début du jeu, car il est toujours sous le château, là où Link et Zelda ont été séparés. Personnellement, j'aurais espéré une localisation un peu différente, où Ganondorf serait activement occupé à se renforcer, mais non, il est resté là sans avoir fait grand chose, si ce n'est maudire les régions où se trouvaient les pierres occultes. Je sais que dans les autres bus de licence, Ganondorf n'est généralement pas très actif, mais là j'ai trouvé ça bizarrement étonnamment. Alors certes, il doit soi-disant se régénérer et tout ça, mais je sais pas, il avait déjà une forme, avec sa forme momie, il a quand même vaincu Link. Donc je me dis, il aurait pu bouger un peu de son endroit, mais bref, c'est ainsi quoi. Donc une fois retourné là où on était au début du jeu, il faut combattre des vagues successives de monstres. Mais avant, on a quand même une progression dans les profondeurs avec une musique d'ambiance plutôt inquiétante et qui progresse au fur et à mesure qu'on avance, hein, parce que c'est quand même assez long, et qui devient de plus en plus, je sais pas, apocalyptique, comme ça, je puis dire, avec des orgues, un chœur de personnes qui chantent, hein. Et franchement, en fait, ça t'inquiète de plus en plus. Donc franchement, là, l'ambiance est très bien, hein, est vraiment très très bien pensée. On a vraiment l'impression de se retrouver dans le combat final avec une musique vraiment épique, hein. Mais c'est pas épique dans le sens nerveuse, mais c'est vraiment une musique d'ambiance inquiétante. Bon, on va combattre Ganondorf, quoi. Franchement, là, de ce côté-là, très bien joué, quoi. Mais donc, une fois arrivé au bout du chemin, on est donc alors submergé par une armée de monstres.
on était sauvé par l'arrivée des sages, qui rendent alors la confrontation bien plus facile. Une arrivée plutôt pratique, car il était impossible d'avoir leur double fantomatique depuis un moment. Et on va dire que pour une fois, leurs pierres occultes servent à quelque chose, parce que depuis qu'on les a eus dans les temples, bon après, on a fait tout seul. Hein. On a été sauvé une fois contre le fantôme de Gadon, il est vrai. Mais voilà, bon, on peut pas dire qu'ils ont fait grand chose, hein, n'est-ce pas? Donc là, il y a une mêlée générale plutôt bien pensée. Hein. J'aime bien, franchement, je me disais justement, tiens, ce serait bien que les sages arrivent avec moi et qu'on puisse faire une mêlée générale. C'est parce que généralement dans Zelda, enfin dans les Legend of Zelda, on combat seul. Donc je me suis dit, ce serait bien d'avoir les sages et tout. Et voilà, le jeu, cette fois-ci, m'a exaucé. Ça fait plaisir. Du coup, on a vraiment une mêlée générale avec beaucoup d'ennemis, avec tous les sages qui d'ailleurs se battent activement. C'est pas juste des PNJ hein, qui sont là à te regarder faire. Donc ça fait très plaisir. Bien sûr, big up toujours à Babil qui fait des one-shots avec son arc, parfois qui te sauve la vie. Franchement, ça fait plaisir. Je lis ça souvent. Mais après cette mêlée générale plutôt sympa, on est évidemment coupé des ses compagnons après que Ganondorf ait invoqué à nouveau tous les anciens boss du jeu, dont j'ai cru qu'on a dû devoir les refaire, mais non. Si tu les as fait avant, tu t'as pas les refaire. Par contre, si tu vas directement à Ganondorf, ça j'ai vu ça récemment, directement à Ganondorf sans avoir aucun boss, et bah tu dois tous les refaire à ce moment-là, un peu comme dans Breath of the Wild d'ailleurs. Donc là j'étais content de pas devoir les refaire parce que bon, j'ai quand même un peu galéré à les avoir. Enfin, surtout Gaia, comme ça s'appelle. Les autres un peu moins. Et donc voilà, une fois que t'es coupé des autres, eh ben, le combat final commence contre le vil roi démon. Le combat lui-même, on peut pas dire que il est très révolutionnaire. Hein. Ganondorf fait son malin. Il nous regarde de haut, alors que finalement on va le buter. Bon, voilà, il a plusieurs armes. Il fait mal quand même. Je dois avouer que chaque fois qu'il me tapait, j'avais mal. Hein. En plus, comme t'es dans les profondeurs avec les miasmes, tu peux pas récupérer tes cœurs. Donc ça rajoute franchement une difficulté supplémentaire. Il faut avoir les bons ingrédients pour pouvoir aller contrecarrer cette malédiction. Mais on peut pas dire que le combat est extraordinairement différent. Quoi. Donc voilà, là je ne dirais pas grand chose. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que j'étais content d'avoir beaucoup de boucliers solides. Car quand j'ai vécu Ganondorf, il m'en restait plus qu'un. Alors que j'en avais, je pense, 5, 6. Et pas des boucliers en bois, hein, non, j'avais des trucs. Des boucliers royaux, je pense que ça s'appelait. Un truc avec une défense solide quand même. Mais quand je disais qu'il tapait fort, il tapait fort. Hein. Franchement, je sais pas combien. J'ai jamais autant cassé de boucliers devant un boss, quoi. C'est incroyable. Après cette première phase, Ganondorf se transforme en libérant le pouvoir de sa pierre occulte et prend alors la véritable forme du roi démon qui est assez impressionnante. Il a les cheveux rouges incandescents et brillants, en plus de faire maintenant bien 2 fois la taille de Link. De plus, il a une barre de vie absurdement grande. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo. C'était vraiment inquiétant de voir cette barre s'allonger ainsi. Et à mon avis, c'était le but des développeurs, je suppose, parce qu'ils prennent bien leur temps pour aller allonger cette barre jusqu'au fond de l'écran. J'ai même cru qu'elle allait sortir de ma télé. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, le roi démon déploie en plus ses clones fantomatiques. Vraiment, je pensais bien mourir rapidement avec tout ça, mais heureusement, on a le retour des sages, hein, donc ça, effectivement, j'espérais aussi, parce que je me dis, tiens, combattre Ganondorf à plusieurs, comme on a combattu l'armée, je me disais que ce serait cool aussi, et je pense que ça n'a jamais été fait vraiment. Donc, en plus, on a les sages avec nous, hein, donc ce serait une bonne idée. Et là, le jeu m'a exaucé aussi, donc ça fait plaisir. Bon, malheureusement, ça ne dure pas très longtemps, parce que après la deuxième phase soit passée, le roi démon, Ganondorf, les dégage. Mais voilà, c'était déjà bien d'avoir fait quand même, même si j'aurais préféré que ça continue jusqu'au bout, hein, pourquoi pas. Comme ça, une petite mêlée contre le vil roi démon, ce serait cool, mais voilà, bon, tant pis. Hein, il fallait bien un duel entre le héros de lumière, Link, et le vil roi démon, Ganondorf. Mais une fois Ganondorf vaincu,
alors que je pensais en avoir fini avec lui. Voilà qu'il se transforme en dragon obscur en avalant la pierre occulte qu'il possédait aussi. Ça, si on a vu les... Là, j'en parlerai après. Mais si on a vu les cinématiques d'une certaine mission, on sait pourquoi il a la pierre occulte avec lui. C'est important, j'en parlerai plus tard. Donc cette nouvelle phase n'est ensuite pas révolutionnaire dans son déroulement, car il faut simplement casser certains points spécifiques, comme avec la Gaïa par exemple, du dragon, mais le faire dans les airs à dos de dragon blanc, après avoir combattu dans les profondeurs, c'est plutôt pas mal. Donc, encore une fois, Tears of the Kingdom utilise bien les profondeurs et les airs, c'est ce qu'il apporte dans le jeu, donc ça pour l'instant c'est bien joué. En plus, tu combats avec un dos de long dragon blanc. Encore une fois, si tu fais la mission spéciale dont je vais parler plus tard, tu sais qui c'est. Donc ça c'est très important de le faire avant. Franchement, ça rend le combat, le vrai combat final, plutôt épique. Surtout, combattre de dragons dans les cieux, avec une très jolie musique aussi, encore une fois. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc après avoir combattu ce dragon, on tombe des cieux pour rattraper Zelda, qui a repris forme humaine après un triple Kamehameha, un rayon de lumière de Link, aidé par Roru et Sonia. Alors c'est une jolie scène, hein, mais là, comme ça sort un peu de nulle part, et nuit à l'immense sacrifice qu'avait fait Zelda, je trouve, et donc c'est dommage. Alors je comprends le désir de Nintendo de vouloir faire une fin heureuse, mais j'aime moins du coup. Ça aurait été super innovant de laisser Zelda à son sort draconique. Et pourquoi pas à la limite en faire une suite avec une quête pour rendre la forme humaine à Zelda. Bon, encore une fois, ça aurait un peu diminué, je veux dire, le sacrifice qu'elle a fait. Bon, à la limite, si tu construis un jeu là autour, pourquoi pas. Mais là, comme ça, avec un truc qui sort de nulle part, je trouve... Bon, j'ai trouvé ça moyen. C'est peut-être vraiment le truc que j'ai trouvé le plus moyen dans le jeu, c'est cette scène-là, quoi. Mais bref, alors Link chute donc comme Zelda, et on a là un petit moment de gameplay plutôt sympa, car on est donc actif dans la chute, mais surtout dans le fait d'attraper Zelda après un bon moment. Nintendo aurait pu faire tout en cinématique, mais a préféré le faire en jeu, et je trouve ça une bonne idée. On est vraiment actif jusqu'au bout, et ça, encore une fois, je vais le dire souvent, ça fait plaisir. De plus, ce moment où Link attrape Zelda fait bien écho au début du jeu, où il n'avait pas réussi à l'attraper, donc ça donne un vrai sentiment d'accomplissement, et ça, c'est plutôt bien vu de la part de Nintendo. C'est ainsi que se termine l'histoire principale, après des cinématiques qui clôt bien l'histoire, avec notamment la scène où les sages réaffirment leur fidélité à Zelda, c'était beau à voir. Cependant, si l'histoire principale est finie, je voudrais tout de même parler d'une certaine mission qui est en fait secondaire, mais en même temps, je trouve qu'elle a une grande importance, car c'est cette mission appelée l'arme du dragon, qui n'est pas obligatoire, hein, mais elle nous révèle ce qui est advenu de Zelda après sa séparation d'avec Link, avec je pense une douzaine de cinématiques de toute beauté. C'est un peu fastidieux pour les débloquer, mais ça vaut largement le coup car on rencontre à travers ces cinématiques Roru, le premier roi d'Hyrule, qui n'est pas humain mais Sono, ainsi que sa femme Sonia, la première reine d'Hyrule. C'est la nouvelle conception d'Hyrule, parce qu'apparemment on dirait que Nintendo a décidé que pour ces deux opus, la conception d'Hyrule sera différente. Et donc rien qu'avec ces deux personnages, on a encore un nouveau mythe de la fondation d'Hyrule, de quoi mettre encore plus ce bazar dans la chronologie des opus de la licence. Je pense qu'en fait, on sait même pas le placer, je pense du coup. Ou, je sais pas, ou peut-être après Skyward Sword peut-être, mais ça paraît compliqué. Ensuite, j'y ai d'ailleurs vu un petit clin d'œil à Ocarina of Time, car on a aussi une scène où Ganondorf s'incline devant Roru et Sonia pour feindre sa soumission, comme on l'avait vu au début d'Ocarina of Time. C'est peut-être moi qui imagine des choses, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. En fait, ces cinématiques nous expliquent un peu la première attaque de Ganondorf et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. C'est magnifique d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit alors Ganondorf avec les Gerudo qui sont moins sympas à cette époque-là, avec des Moldarkor domestiqués, donc c'est les énormes bestioles qu'il y a dans le désert Gerudo qui sautent quand on marche dans le sable. Voilà, c'était une attaque sans pouvoir, rien, mais juste les Gerudo qui attaquent. Et je trouvais ça bien pensé car la scène est vraiment impressionnante.
Et en plus, ça rajoute un peu de faits historiques dans le lore de la légende d'Hyrule. Donc ça, très bien pensé. En plus, ensuite, on a la naissance du roi démon, cette fois-ci, hein, donc comment Ganondorf est devenu le roi démon, ainsi qu'un développement plus important de la guerre du sceau que les anciens sages avaient mentionné, et ça aussi, c'est un régal pour les yeux. Ça, c'était vraiment intéressant, parce que dans les temples, ils te racontent ça vite fait. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Donc, quand tu fais les 4 temples, t'as 4 fois la même histoire, qui est exactement la même. Et ça, je trouve ça un peu dommage, hein. Ils auraient pu faire différents bouts. Mais c'est dû au système des temples où tu peux faire ça n'importe dans quel sens. Et c'est pour ça que, bon, moi j'ai toujours préféré les trucs un peu linéaires parce que, au moins, on se raconte pas la même chose. Et là, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, ça c'est pas parfait non plus. Cela dit, la partie la plus surprenante et qui justifie alors vraiment le nom de Legend of Zelda, c'est l'après-bataille qui a vu le sacrifice de Roru pour sceller Ganondorf, car on voit alors ce que Zelda a fait avec l'épée de légende, ainsi que son incroyable sacrifice pour renforcer l'épée, puis la rendre à ligne. Et ça, franchement, je m'y attendais pas, je dois l'avouer. Quand j'ai terminé cette mission secondaire donc, qui s'appelle les larmes du dragon, sur la fin, là, j'étais sur le cul, parce que c'était intéressant de voir ce que faisait Zelda dans le passé. La fin où elle-même, elle mange sa pierre occulte pour se transformer en dragon blanc, qu'on verra à la fin. J'avoue que donc elle va attendre je sais pas combien de milliers d'années, parce que c'est la fondation d'Hyrule, donc ça remonte à très loin. Des milliers d'années pour renforcer l'épée de légende et la rendre à Link. Et encore, elle c'est même pas sûre, hein, parce que c'est pas ce qui va se passer plus tard. Franchement, j'ai trouvé ça beau. C'est assez impressionnant. Mais justement, donc, toutes ces cinématiques de cette mission étaient intéressantes. Mais là, comme je viens de dire plus tôt, celle où on voit Zelda se transformer en dragon de lumière, ça m'a beaucoup surpris. Et c'est là que je trouve que Zelda devient vraiment légendaire. Car on parle plus d'un saut pendant un siècle, comme dans Breath of the Wild, mais un nombre incalculable de siècles. Honnêtement, c'est même plus un saut, là. Elle garde l'épée de lumière pendant des lustres. Tout ça pour renforcer l'épée de lumière, enfin l'épée de légende, et ainsi vaincre Ganondorf. Si là, Zelda n'a pas gagné son titre de légende, je sais pas ce qu'elle doit faire de plus. Hein. Du coup, je n'ai pas fait énormément d'opus de la série, mais j'ai l'impression que ce sacrifice est le plus haut fait de toutes les incarnations de la princesse. Je trouve c'est faux, mais dans les quelques-uns que j'ai fait, je pense que je n'ai pas vu mieux. Bon, c'est pas comme s'il y avait un top des sacrifices, mais voilà, je pense que niveau légende, je pense que là ça se pose vraiment bien, quoi. Mais bref, j'ai beaucoup apprécié ces cinématiques et je suis content d'y être allé jusqu'au bout, car vers la fin du jeu, il y a une cinématique composée uniquement de quelques fresques racontant la même chose, mais ça n'a clairement pas le même impact. Donc si jamais t'as pas fait la mission La larme du dragon, je sais plus qui te la raconte, mais c'est un truc avec juste des fresques, enfin c'est un PowerPoint quoi. Et franchement, je préfère quand même vachement les cinématiques de la mission secondaire. C'est quand même beaucoup plus immersif, beaucoup plus beau, beaucoup plus emballant quoi, que juste là on dirait un cours d'histoire pas très passionnant quoi. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et donc voilà, ceci termine l'histoire principale, ainsi que cette première partie de review, car ça fait déjà beaucoup de temps que je suis dessus. Et si je continue, eh ben, il va en avoir pour 1 heure, et je pense pas que les vidéos d'1 heure soient très digestes. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite, et à bientôt. Au revoir.